Vous écoutez du Trizac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Christian Page est avec nous. S'il était à la Société des Ponts, ça lui prendrait au moins 3 jours pour faire sa chronique de 20 minutes. Oui, absolument. Christian, est-ce que c'est moi qui a besoin de vacances ou ça n'a pas d'allure? 400 mètres, c'est quoi? 400 mètres, c'est 1200 pieds? Exact. Et quand on pense que des édifices comme les fameuses tours jumelles de Kuala Lumpur, qui sont considérées comme les tours les plus hautes du monde, ça a pris à peu près 3 ans à les construire. 3 ans? Écoute, 3 ans, là, la Société des Ponts, c'est juste de penser à dire, peut-être qu'on va faire la job. Exact, ouais. Ah, je capote. C'est OK. épouvantable. À part ça va bien? Ah, ça va très bien. L'été arrive. Ben oui, t'as l'air, toi aussi, en vacances. Je le suis déjà un peu. Ça va à la Société des Ponts. Coudon. Mais le gars, il est porte-parole, tu sais, pis c'est lui qui suit ce qui est envoyé, c'est dommage. Mais il fait bien sa job. Mais c'est les patrons de ça, c'est ceux qui ont les gros salaires qu'on voit jamais. Micheline Dubé, c'est ça son nom? Micheline, faudrait qu'elle sorte, faudrait qu'elle se déplace ses grosses fesses, puis qu'elle réponde aux questions, puis qu'elle demande, qu'elle nous explique pourquoi. Ouais, qu'elle enfourche un vélo, puis va te la péter à gueule sur la piste cyclable à Longueuil, puis après, peut-être qu'elle va dire, c'est vrai qu'il faudra le faire, hein, puis peut-être pas en 3 ans, puis peut-être pas avec, 3 mois de délai, pour faire 400 mètres de pavé. J'en reviens pas. Ouais, je suis sûr que Micheline Dubé a pas de grosses fesses, là, c'est juste une expression. Ouais. J'avais dit la même chose à, l'indépendant, là, l'ancien André Arthur. Il a posé ses grosses fesses à Ottawa de temps en temps au lieu de se promener dans son autocar jusqu'en Floride. C'est une expression, c'est pas qu'André Arthur a les grosses fesses. Et on aime ça, les grosses fesses. On n'a rien contre les grosses fesses. Bon, OK. Là, tu veux me parler un autre. Les médiums dans le cadre des enquêtes policières, ça c'est épouvantable. Ouais, en fait, tu as piqué un peu ma curiosité. La semaine dernière, on faisait une chronique sur les ouvrages, les livres, et on a parlé de parapsychologie. Et tu m'as mentionné, tu dis, oui, mais personne n'a des véritables dons de clairvoyance, ça n'existe pas. Ouais, non. Bon, en fait, tu as à la fois raison et pas raison, en ce sens que c'est vrai que si on regarde ce qui se fait en laboratoire, la perception extrasensorielle ou la clairvoyance, c'est beaucoup moins efficace en laboratoire que sur le terrain. On n'a jamais réussi à prouver que ça existait. C'est-à-dire qu'on a des données statistiques, mais on n'a pas une preuve flagrante comme qu'est-ce que l'on peut voir, par exemple, au cinéma. Donc, ça fonctionne moins bien en laboratoire que sur le terrain. Certains sceptiques diront que la perception extrasensorielle, et en particulier l'utilisation de médiums d'enquête policière, n'a jamais permis de solutionner une énigme de police. Et c'est tout à fait vrai également. La plupart, en fait, il y a quelques exceptions, mais c'est vrai que généralement, ces informations-là ne permettent pas de solutionner des enquêtes policières. En revanche, le fait de ne pas solutionner une enquête policière ne veut pas dire que l'information transmise par le médium n'est pas intéressante sur le plan parapsychologique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter 2 dossiers qui vont sans doute te faire réfléchir, parce que ce sont 2 dossiers d'abord... Demande-en pas, toi. C'est sûr qu'avec la conversation qu'on a eue sur les ponts, c'est beaucoup. Il y a des limites, me mettre à réfléchir, c'est beaucoup demandé. Mais c'est vrai que les 2 dossiers que je vais te présenter, ce sont 2 dossiers où j'ai été d'une certaine façon impliqué, en ce sens que j'ai rencontré les policiers, j'ai rencontré les personnes, les victimes, les parents des victimes, et j'ai rencontré également les médiums qui ont travaillé sur le terrain. Et j'ai pu faire un peu un assemblage des informations qui avaient été fournies. Et tu vas voir que ou bien le hasard fait drôlement les choses, ou bien on est en présence d'une perception extrasensorielle tout à fait extraordinaire. D'abord, disons pour les auditeurs que qu'est-ce que c'est que cette utilisation de médiums, dont effectivement il y a des gens qui prétendent avoir une perception extrasensorielle. Comment ça fonctionne? Souvent, même eux ne savent pas trop comment ça fonctionne. Ils reçoivent des images. Ces images-là, un peu, prenons l'analogie avec un film, ces images-là ne sont pas nécessairement dans le bon ordre. C'est-à-dire que si je te demandais de me résumer un film en te présentant quelques images de la fin du film, du milieu du film, on retourne au début du film, on retourne à la fin du film. Donc, quand c'est présenté de façon un peu aléatoire de cette façon-là, il est difficile parfois de faire un scénario cohérent. Et on doit comprendre que le médium, celui qui reçoit les images, doit composer avec ces images un peu disparates et il essaie de construire un scénario qui lui semble vraisemblable. C'est un décodeur. Voilà. Les images qu'il reçoit ne sont pas forcément inexactes, mais parfois son interprétation, elle, peut être inexacte et parfois aiguiller les policiers dans de mauvaises directions. C'est vrai, et c'est un peu la raison pourquoi les policiers n'aiment pas trop jouer avec les médiums, parce que, évidemment, on comprend que ça a la mauvaise presse de dire qu'une force de police travaille avec des médiums, et ensuite de ça, le public, généralement, est plutôt réservé à l'idée de penser
qu'on dépense les deniers publics en utilisant des médiums alors que la vie d'un enfant, par exemple, est peut-être en danger. On sait que ce sont souvent les premières heures dans le cas d'une disparition d'enfant qui sont les plus importantes. Donc, est-ce que les policiers utilisent de façon spontanée des médiums? Rarement, contrairement à certaines émissions de télé où on a l'impression que toutes les forces de police travaillent avec des médiums. C'est très rare que l'on fait ça. Et généralement, lorsqu'un médium se retrouve impliqué dans un dossier policier, c'est souvent à la demande de la famille ou c'est une initiative personnelle du médium qui propose de collaborer avec les forces de l'ordre. Et comme la police, par son rôle civil, public, doit accepter toute information, tout indice qui lui vient du public, ben que cet indice vient d'un témoin ou que l'indice vienne d'un médium, les forces de police ont mandat de colliger ces informations. Et il est vrai aussi que souvent, les médiums ont dit oui, dans le cas de telle ou telle disparition, j'avais prédit tel ou tel truc et ça s'est révélé. Bon, faut faire attention parce que c'est large. Au Québec, je pense que n'importe qui peut dire si quelqu'un est disparu, on va le retrouver près d'un cours d'eau. Au Québec, t'es rarement à plus d'un kilomètre d'un cours d'eau. T'as augmenté tes chances, hein? Pas besoin d'être médium pour ça. Quelqu'un est disparu en forêt, je pense qu'on va le retrouver dans un boisé. Près d'un arbre? Près d'un arbre. Tiens, t'as des chances. Donc, on n'a pas besoin d'être médium là, pour ça. Ouais. Mais il est vrai que certains dossiers amènent à réfléchir. Et je t'en présente d'abord un dossier américain. Attends. Ouais. Attends une seconde. OK. Avant que tu partes à go comme ça, là, une seconde. Ouais. Si c'est vrai, et on va écouter tes exemples, Oui. mais si c'est vrai, Oui. pourquoi on n'a jamais eu de cas, tu sais, par exemple, je cherche son nom, la petite fille qui est partie. Cédrica Provencher. Il y a eu plein d'appels. Zéro. Moi, j'étais au Frontières, là, on avait fait appel à une femme comme ça qui se disait une médium madresse. Et finalement, on avait cherché Julie Surprenant. Elle disait que oui, on est allé à Terrebonne, pas en Louisiane, mais côté nord. Ouais. Puis finalement, rien. Ça n'a rien donné. Alors, disons que la moyenne au bâton n'est pas forte. Et tu as tout à fait raison. Okay, et on s'entend bien là-dessus. Les cas où des médiums impliqués dans des enquêtes policières ont fourni une information qualitative, pas on va le trouver proche d'un arbre ou proche d'un cours d'eau, une information qualitative qu'on a pu vérifier après coup. Ouais. Puis il faut faire attention, ça ne veut pas dire que ça a solutionné l'énigme. Après coup, on constate que le médium avait donné des informations qui n'auraient peut-être pas permis de retrouver le cadavre ou de retrouver la personne disparue. Mais si c'est faible sur le plan policier, ça ne veut pas dire que c'est faible sur le plan parapsychologique. Moi, ce que je comprends. OK. Aujourd'hui, on aborde l'aspect parapsychologique de la chose. OK. On va le faire. Est-ce qu'on peut arrêter tout de suite puis avoir les deux histoires bout à bout? Il me semble que ça serait bien plus divertissant et distrayant. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Christian? Je suis tout à fait d'accord. Moi, je cherche l'unité ici, là. Je veux que tout le monde s'entende. Je veux que qu'est-ce qu'il y a? T'as l'adresse? Ah oui, ben écoutez, M. Dubé, en commercial, federalbridge.ca, si vous voulez écrire à Micheline Dubé, qui est la présidente de la Société des ponts fédéraux, pour lui dire de se grouiller le popotin pour régler la piste cyclable. Ça, c'est... qu'est-ce qu'il y a, François? À Ottawa, hein? Oui, à Ottawa, Madame Dubé. On ne la dérangera pas. Elle est dans une ville à sa proportion. Oui. Bon, on s'arrête un instant. On est avec Christian Page. On va avoir des exemples où vraiment les médiums ont fait la différence dans une enquête policière. C'est exact, ça? Oui. Eh ben... Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. OK, Christian Page est avec nous pour nous parler des médiums dans le cadre d'opérations policières. Et tu as des exemples à donner, mon cher Christian. Et donc, des exemples, comme je l'ai mentionné, ce ne sont pas des informations livresques. J'ai pas pris ça dans des livres. J'ai rencontré les médiums, j'ai rencontré les policiers qui ont travaillé dans ces enquêtes-là. Okay. Donc, mon premier exemple est un incident qui s'est produit aux États-Unis. On est à la fin de 1978. Il y a un jeune garçon, Robert Pease, qui disparaît. Donc, les parents se présentent au poste de police et ça se passe à Des Plaines. C'est en banlieue de Chicago. C'est un peu comme, pour donner un exemple, Montréal et Verdun, par exemple. C'est vraiment un quartier. Alors donc, les parents du jeune Pease se présentent au poste de police et signalent la disparition de leur gamin qui a 16 ans et qui n'est pas le genre à faire une fugue. Alors donc, les policiers commencent à enquêter là-dessus et on apprend que le jeune a été vu quelques heures plus tôt en compagnie d'un homme dans la quarantaine, un dénommé John Wayne Gacy. Et John Wayne Gacy tient une petite boîte où on fait de la construction ménagère, de la rénovation, et il engage généralement des jeunes
souvent des décrocheurs, et donc ces jeunes-là, ça leur permet de se familiariser avec un emploi professionnel. Très impliqué dans sa communauté, oui, absolument, John très Wayne? impliqué, John Wayne Gacy. D'ailleurs, il amusait les gens âgés en se déguisant en clown sous le nom de Pogo le clown. Oui, il faisait peur en désespoir. Ouais. Donc, au début, au moment où l'investigation débute, les policiers vont rapidement se tourner vers John Wayne Gacy. Mais à ce moment-là, on est loin de s'imaginer que John Wayne Gacy est un tueur en série. C'est simplement un homme qui a été vu quelques heures plus tôt en compagnie du jeune Robert Peast avant la disparition de l'adolescent. Les policiers rencontrent Gacy. Gacy se présente spontanément au poste de police, raconte qu'effectivement, il s'est rendu à la pharmacie où travaille le jeune Peast. Il lui a discuté avec lui, mais voilà, l'affaire s'arrête là. Et dans les jours qui vont suivre, les policiers vont être amenés à rencontrer un des policiers, Joseph Kozenzak, avec lequel j'ai eu une longue entrevue. Kozenzak est un peu ouvert à cette idée des médiums. Par l'entremise d'un ami, va finalement rencontrer au cours des jours qui vont suivre 2 médiums. Dorothy Allison et une femme qui vient du New Jersey, dont les parents du jeune Peast ont lu un article dans la sélection du Reader's Digest. Et ce sont eux qui vont demander aux policiers si on paie les frais de Madame Allison, qui est réputée pour avoir retrouvé des jeunes disparus, est-ce que les policiers de Des Plaines accepteraient de travailler avec elle? Et Kozenzak, qui est plutôt ouvert à cette idée-là, accepte. Et au-delà de Dorothy Allison, il va travailler également avec une médium locale qui s'appelle Carol Broman. Pour faire une histoire courte, au cours des jours et des semaines qui vont suivre la disparition de Robert Peast, et là, il faut toujours se rappeler qu'on ignore que John Wayne Gacy est un tueur en série. Ces médiums-là vont, grosso modo, donner un ensemble d'informations. Les informations sont les suivantes. Carol Broman, par exemple, va dire: vous ne devez pas trop chercher un jeune, mais plusieurs jeunes. Il y en a plusieurs. Ils ont tous été enterrés. Ils sont sur un endroit, en dessous d'une maison ou en dessous d'un bâtiment. Il y en a beaucoup. C'est ce que vous devez chercher. Évidemment, Kozenzak me racontait, il dit, lorsqu'elle me dit ça, on est loin de s'imaginer qu'on est en présence d'un tueur en série à Des Plaines. Je n'avais jamais été confronté à un truc comme ça, et à ce moment-là, rien ne permettait de croire qu'on était en présence d'un tueur en série. Lui-même, Kozenzak avoue que lorsque Carol Broman lui a dit ça, il s'est dit, la bonne femme est complètement sautée, c'est les gens de médium. Et au-delà de ça, on va également lui dire, Dorothy Allison va lui dire, vous devez également vous tourner vers le mot evergreen. Ce mot-là va avoir une importance capitale dans ce que vous allez découvrir. Evergreen. L'homme que vous cherchez, et à ce moment-là, Broman et Allison ignorent que les policiers ont mis une sorte ont dans le collimateur John Wayne Gacy. Ces 2 femmes-là vont lui dire, l'homme que vous devez rechercher travaille dans le milieu de la construction. Il est en contact avec ces jeunes-là, il travaille dans le milieu de la construction. Dorothy Allison va même donner la lettre M qui est sur la plaque numérologique de John Wayne Gacy. Elle va dire, il conduit un camion et sur la plaque numérologique, il y a la lettre M. Elle cite également l'affaire du Evergreen, et elle va également mentionner, et ça c'est ce qui va le plus étonner Kozenzak, elle va lui dire, quoi que vous fassiez, vous ne retrouverez pas le jeune Priest avant le 9 avril. Alors, le 9 avril 1979, on s'entend bien. Dans les jours et les semaines qui vont suivre ces rencontres avec les médiums, les policiers vont effectivement découvrir qu'il faut chercher. Ils vont découvrir que dans le dossier de John Wayne Gacy, on est en présence de plusieurs enfants disparus. Au cours des 3 dernières années, plusieurs enfants ont disparu. Et finalement, on va retrouver l'ensemble. En fait, on va retrouver 33 cadavres sous la maison et sous le garage de John Wayne Gacy, enterrés comme dans un cimetière, comme l'avait décrit Carol Broman. Et puis, dans les semaines qui vont suivre, un bon matin, Kozenzak va rentrer à son bureau. Il reçoit un coup de téléphone de la police de Chicago. Les policiers lui disent qu'ils ont trouvé dans un étang, dans un lac, le corps d'un jeune qu'on croit peut-être être le jeune Robert Peast. Et à ce moment-là, Kozenzak regarde sur son bureau. On est le 9 avril. Il se rend sur place à Chicago, là où on a trouvé le corps, et le corps, pour se rendre à l'endroit où le corps a été trouvé, on doit traverser un cimetière, et c'est au bout du cimetière, il y a un petit ravin, le corps a été trouvé au bout du ravin. Et le cimetière s'appelle Evergreen. Donc, tu vois, ces informations tout ça fait partie d'un rapport policier, Benoît. Un rapport policier colligé noir sur blanc. Si on regarde l'ensemble de ces informations-là, elles n'ont pas permis de résoudre l'énigme policière. Elles n'ont pas conduit les policiers au corps de Peast. Elles n'ont pas permis de sauver un enfant. Elles n'ont pas permis d'arrêter John Wayne Gacy. Ce sont des bonnes vieilles méthodes d'enquête policière qui ont permis d'arrêter John Wayne Gacy, qui a été d'ailleurs reconnu coupable de ces meurtres et exécuté il y a quelques années. Mais après coup, quand on regarde ces informations-là, il faut bien avouer que ou bien les médiums ont eu un coup de chance extraordinaire
car elles ont joué sur un hasard fantastique, ou bien il y avait perception extrasensorielle dans ce cas-là. Beaucoup de détails là-dedans. Oui, et on a un dossier encore plus étonnant que ça. Rappelons-nous le 1er novembre 1984, pour les plus âgés là, d'entre nous qui ont 30-40 ans. On se rappelle, le 1er novembre 1984, 3 enfants disparaissent à Montréal. Anton Lubin, 12 ans, Sébastien Métivier, 8 ans, et le jeune Maurice Vien, 4 ans. Tous les 3 disparaissent le même jour. La police de Montréal est sur les dents. Rien ne permet de croire que les 3 enfants ont été enlevés par un même agresseur. Mais évidemment, la coïncidence est étonnante. Alors, rapidement, les policiers de Montréal se mettent en branle. Il y a des pancartes qui sont affichées à travers la ville. On recherche ces 3 enfants-là. Et au moment où tout le Québec, en fait, est informé de la disparition de ces 3 enfants, il y a un médium de la couronne nord de Montréal qui, lui, va se mettre en transe avec un hypnothérapeute et va révéler des informations par rapport au jeune Maurice Vien. Il va raconter, par exemple, que le corps de Vien est mort, que l'enfant est mort, qu'il se trouve dans une sorte de maison abandonnée. Le corps, dit-il, gît sur le ventre, à demi nu. Il a été battu à mort. Il va donner toute une série d'informations comme ça. Dans les jours qui suivent, 3 jours après la disparition du jeune Maurice Vien, on trouve sur la rive sud, en fait près de l'autoroute 20, on retrouve le blouson de l'enfant. Donc, les recherches vont s'élargir. On ne travaille plus seulement sur l'île de Montréal, mais la Sûreté du Québec se trouve impliquée. Maintenant, on a une région plus large. On retourne à notre médium de la Rive-Nord, Monsieur X, pour bien l'appeler. Donc, ce Monsieur X va dire, je crois savoir où se trouve l'enfant. Et là, il va donner à des gens, des amis à lui, il va dire, à partir d'une carte, il dit, je sens des vibrations à tel ou tel endroit. Ces gens vont donc partir et se rendre sur l'autoroute 20 et ils vont suivre les indications de Monsieur X par téléphone. Donc, ils vont rouler près d'une sortie, vont sortir de leur véhicule, contacter Monsieur X par téléphone et vont dire, voici, on voit ceci, on voit un viaduc. Monsieur X lui dit, prenez l'embranchement de droite, prenez l'embranchement de gauche. Donc, il va lui donner des informations. Et ces gens-là, guidés par les informations de Monsieur X, vont se retrouver à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. Et là, ils vont passer devant un petit chemin, Monseigneur Gravel, je crois, et le médium va leur dire par téléphone, si vous voyez une sorte de boîte téléphonique avec un petit chemin qui passe par-dessus une voie ferrée, au-delà de ça, il y a une cabane dans un boisé, je la vois distinctement, c'est là que vous devez chercher le corps de l'enfant. Nos 3 enquêteurs en herbe, en fait, vont donc voir un secteur qui ressemble étrangement à ça, vont s'engager sur un chemin de terre qui mène jusque dans la forêt, et là, une cabane abandonnée. Ils vont pénétrer à l'intérieur, et à l'intérieur, dans un trou, dans le plancher, comme l'avait décrit Monsieur X, le corps de Maurice Vien est là, couché sur le ventre, à demi nu, les pantalons baissés jusqu'aux genoux. Il a été battu à mort. Bon. C'est un peu sordide, hein, tout ça, mais... C'est sordide, mais ça s'est pas reproduit. Non. Donc, on le voit, lorsque les policiers de la Sûreté du Québec arrivent et arrêtent finalement nos 3 personnes qui ont trouvé le corps, on leur demande qu'est-ce qui vous a amené à chercher le corps ici, et eux vont dire, c'est sur les indications d'un médium. On comprend que le jour même, la seule personne qui peut savoir où se trouve le corps de l'enfant, c'est l'assassin. Ouais. Le jour même, les policiers de la Sûreté du Québec vont mettre une sorte de mandat de recherche sur Monsieur X parce que pour eux, c'est leur homme. Dans les jours qui vont suivre, interrogation de M. X, évidemment, on va se rendre compte que le bonhomme en question n'a rien à voir avec la disparition de l'enfant. Mais ouais. Dans ce cas-là, on voit bien que les informations du médium, non seulement ont pu être vérifiées après coup, mais elles ont permis à des gens de retrouver le corps du jeune Maurice Vien. N'eût été de M. X, peut-être qu'on n'aurait jamais retrouvé Maurice Vien. Tu me reparleras de M. X? Oui, absolument, si tu veux bien. Est revenu dans l'actualité. Là, faut qu'on se quitte, il me reste 5 secondes. Merci, Christian Page. Ça me fait plaisir. Merci, François, Larry et Marie. Merci à vous d'avoir été là. On se reparle demain midi. Au revoir.